Alors, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très contents de vous accueillir et voulons remercier chaleureusement les intervenants qui font partie de cette séance. Donc, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires élaborés par ESI Informatique et MOPSIA. Et puis, ils ont comme but de fournir aux enseignants belges ainsi que de contribuer au projet numérique de Wallonie. Je me suis entraînée pour bien prononcer, de vous fournir un soutien. Voilà. Donc, petite information importante sur cette session, c'est qu'elle sera enregistrée afin qu'elle soit diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, ça va vous permettre de pouvoir la partager et puis de pouvoir revoir. Finalement, cette séance a été élargie à l'ensemble du réseau Timio et de la communauté pour leur donner aussi la possibilité d'en profiter. Avant de vous présenter l'agenda et les intervenants, nous tenons à souligner que cette formation sera suivie d'une session questions-réponses vraiment ouverte à tous, donc profitez. Nous encourageons vraiment votre participation et on espère qu'on va pouvoir favoriser les échanges et les opportunités de vous amener des connaissances. Voilà. Je pense que maintenant, je vais laisser la parole à Ronnie qui va vous présenter l'agenda, il va vous présenter les intervenants et il va démarrer une présentation générale du Timio. Donc, Ronnie, je pense que je te donne le lead. Merci Sophia et merci à tous pour votre participation. Certains parmi vous ont participé mardi à une session, à un webinaire pour aborder les applications Timio à l'école et plus spécifiquement les approches pédagogiques que les enseignants peuvent adopter pour initier leurs élèves à la robotique. Il était intéressant de constater que sur les 4 intervenants venant de Belgique et de France, finalement, ils partageaient les mêmes méthodologies. Les méthodologies étaient simples, similaires et pragmatiques. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez visionner ou revisionner donc ce webinaire dès demain avec cette formation sur notre chaîne YouTube. On vous enverra un mail là-dessus. Aujourd'hui, en complément de ce webinaire, nous avons donc avec ESI Informatique le plaisir de recevoir 3 des 4 intervenants de mardi pour approfondir le sujet de Timio, donc du robot lui-même, de ses comportements de base, ainsi que 2 des 6 langages de programmation qu'il possède, donc notamment le VPL et Scratch. Eh bien, nous commencerons cette formation par Céline Collat, donc, qui est coordinatrice chez Code Wallonie et qui utilise Timio depuis de nombreuses années. Céline nous présentera en détail les comportements de base qui sont une composante essentielle de Timio et du démarrage de la robotique en général. Ensuite, nous accueillerons Xavier Leclerc, professeur des écoles et conseiller pédagogique en charge du numérique en Wallonie. Xavier a commencé son aventure avec Timio il y a 5 ans et utilise largement le programme VPL avec ses élèves. Il nous présentera les bases de ce programme en expliquant notamment comment il l'utilise pour aider les élèves à choisir les bons événements et les bonnes actions correspondant à un objectif donné. Enfin, permettez-moi de vous présenter Joël Rivet, donc notre cher Joël Rivet, professeur de physique et d'informatique et auteur de contenu pédagogique pour Timio. Joël a commencé son aventure avec Timio en 2015 et Joël maîtrise parfaitement l'ensemble des langages de programmation que Timio offre. Aujourd'hui, il nous fera une brève présentation des 6 langages en se concentrant particulièrement sur le programme Scratch, comme on l'avait dit un peu plus tôt, donc l'un des programmes les plus utilisés à l'école en plus du VPL. Avant de passer la main à Céline, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de notre association MOPSIA, mais vraiment juste quelques minutes, du robot en général et de ses fonctionnalités et surtout de notre écosystème. C'est une bonne chose, en fait, c'est une bonne introduction pour les participants qui ne sont pas encore familiers avec le monde de Timio. Et je sais que dans cette session, ils sont nombreux parce qu'on parle essentiellement, en fait, de la région belge. Eh bien, qui sommes-nous? MOPSIA donc, est une association suisse à but non lucratif fondée en 2012. MOPSIA est derrière, finalement, le robot Timio, conjointement développé en partenariat avec l'EPFL, la prestigieuse École polytechnique fédérale de Lausanne. Notre objectif principal est très simple,
Il consiste à proposer des parcours STEAM pour éveiller la curiosité et accélérer la culture numérique. Et dans ce cadre de cette mission, nous collaborons avec les meilleurs experts pour développer des solutions à la fois scientifiquement et pédagogiquement approuvées. Et en tant qu'association, c'est vraiment très important, nous sommes une association donc à but non lucratif, eh bien, nous croyons beaucoup en l'égalité des chances et nous souhaitons offrir à un nombre maximum donc d'élèves la possibilité de se familiariser et de s'engager activement dans l'environnement et l'univers du numérique. Timio est un robot donc éducatif de pointe, largement utilisé dans les écoles primaires, secondaires et même universitaires. Il permet aux élèves une immersion complète dans le monde de la robotique et dans l'apprentissage du coding. Il est à la fois extrêmement solide. Certains chez nous, dans la communauté, l'appellent donc ce qu'on appelle les aficionados. Il parle en fait de la Volvo, de la robotique éducative, et il est hautement polyvalent. On peut l'utiliser dès 3 ans avec ce qu'on appelle en fait les comportements de base et développer graduellement. Par exemple, au Japon, il est même utilisé à partir de 2 ans. Et donc, graduellement, on va rentrer avec les compétences plus approfondies au travers des 6 langages que Timio offre. Voici en bref les 6 comportements de base que vous pourriez donc utiliser avec Timio dès sa sortie de l'emballage. Et en fait, on peut l'utiliser sans aucune programmation ou configuration préalable. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que je vais laisser justement Céline vous le présenter plus en détail. De même, Timio offre une polyvalence exceptionnelle en passant par une plateforme unique qu'on appelle Timio Suite et qui prend en charge 6 langages de programmation. C'est vraiment une caractéristique rare en fait dans le domaine de la robotique éducative. Je ne vois pas vraiment l'existence d'autres robots ou d'autres fabricants qui ont un choix et un panel aussi large de programmes, de langages de programmation ou de coding. Les enseignants, donc, ils peuvent commencer avec les plus jeunes en utilisant ce qu'on appelle les langages visuels intuitifs, puis progressivement passer aux langages de programmation plus avancés, tels que la programmation par bloc ou encore plus tard, la programmation textuelle. De même, je ne vais pas vraiment m'attarder non plus sur cette partie parce que Xavier et Joël vous en diront davantage sur Timio et ses langages. Je crois même que Joël, et il nous l'a dit un peu plus tôt, donc il vous présentera en fait un petit tableau mappant justement ces langages, la caractéristique de ces langages et avec en fonction de l'âge et du système scolaire, dans ce cas spécifique, le système belge. Pour finir sur cette partie, j'aimerais mettre l'accent sur l'importance et la richesse de notre communauté, de notre écosystème et de notre mode opératoire finalement qui est basé sur l'open source. Donc avec Timio, vous pouvez bénéficier d'un riche catalogue d'activités soigneusement préparées par des spécialistes tels que Joël, mais également par la communauté des professeurs qui vont constamment poster leurs productions sur des plateformes éducatives telles que Roteco. Nous offrons également un large panel de formations, de webinaires, pour vous partager le retour d'expérience sur des sujets aussi riches que variés. Alors, je termine cette présentation avec une vidéo justement qui vous présentera un peu l'étendue de ce que peut faire Timio. Bien entendu, elle n'a pas été réalisée par des jeunes, elle a été réalisée plutôt par des universitaires. Et il s'agit là plus précisément de l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne. Alors, donnez-moi juste quelques secondes, s'il vous plaît, pour pouvoir la lancer. Est-ce que vous entendez le son? C'est bon. The good thing about robots is that they do what you tell them to do. The good thing about robots is that they do what you tell them to do. The good thing about robots is that they do what you tell them to do. That they do. The good thing about robots is that they do what you tell them The to good do. thing about robots is that they do what you tell them to do. You. Tell them.
And the bad thing about robots is that they do what you tell them to do. The bad thing about robots is that they do what you tell them to do. Bad thing, bad thing. Good robots do tell them, and what you do think tell to what bad. The bad thing about robots is that they do Good robots do tell them, and what you do think tell to what bad. to. Super. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, finalement, Timio est vraiment capable de faire des merveilles. Alors, et graduellement, vous allez aider vos étudiants à y aller crescendo dans cette aventure qu'on espère vraiment très riche en enseignement. Donc, j'espère que cette petite intro vous a plu. Et maintenant, je vais passer la main à Céline. Céline? Oui, bonjour et du coup merci Ronnie pour le passage de main. Voilà. Hop, je change ceci. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran du coup. Oui, c'est bon. Merci. Donc bonjour à tout le monde. Première chose que je vais faire, c'est me présenter pour aussi vous situer un peu d'où je viens et pourquoi je suis là, mais aussi pourquoi je pense être une personne qui est intéressante à amener sur ce genre de webinaire. Moi, en fait, je viens pas du tout de l'enseignement et je viens pas non plus de l'informatique. J'ai fait un bachelier en communication. Là, je suis en train de finir mon master en sciences d'éducation, mais voilà, sinon, j'ai beaucoup d'années de pratique, mais pas de formation d'enseignante. Je suis formatrice, par contre, d'enseignants et d'animateurs socioculturels depuis maintenant 5 ans. Et animatrice en numérique et principalement sciences informatiques depuis effectivement 2016. Et on anime avec mes collègues de Côte de Wallonie des animations à partir de la 3e maternelle, donc 5 ans, et jusque la fin du secondaire, voire même le supérieur, voire plus, puisque nous avons déjà donné des activités, notamment autour de Scratch, pour des personnes de 80 ans. Donc voilà, ça vous donne un petit peu la plage au niveau des âges. J'utilise les robots Timio maintenant depuis 2017. Et donc, j'ai pu voir toutes les évolutions de cette machine. Et je confirme que c'est la Volvo des robots, puisque c'est le seul robot où j'ai un seul robot sur 26 qui a un problème. Tous les autres vont très bien. Et pourtant, je peux vous assurer qu'avec des enfants, ils sont malmenés. Donc, comme quoi, c'est effectivement des bons robots bien solides. Alors, hop. Donc, moi ici, je vais vous parler des Timio avec les comportements programmés, enfin pré-programmés, mais je trouve ça ce terme un peu particulier. Donc, voilà. Donc, 6 comportements que Ronnie a déjà un petit peu mis en avant. On va les passer tous les uns après les autres en revue, avec l'explication de ce qu'ils font, mais aussi dans quoi ils sont intéressants, selon moi, dans la découverte de la robotique et notamment Timio, mais pas que. Avant ça, pourquoi faire ça? Pourquoi ces comportements sont intéressants au sens large? Déjà parce que je pense que tout le travail de découverte des comportements permet de comprendre le robot, le fait de manipuler la machine et par après, toute la programmation qu'on peut en faire, et ça je laisserai mes collègues en parler après, va permettre de comprendre la machine. Mais ça ne suffit pas. C'est ce que je mets ici. Il ne faut pas négliger le temps de débriefing de chaque activité et expérimentation pour permettre un ancrage théorique et une compréhension des concepts de façon plus théorique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui va dans le même sens, c'est découvrir les composants. Le fait de prendre du temps pour une découverte autonome des comportements, comme vous le verrez plus tard, va amener des concepts, alors peut-être pas dit avec les mots de capteur et d'actionneur, mais va amener les concepts et va amener les enfants à devoir expliquer ces concepts avec leurs mots, et donc à se poser aussi des questions, etc., et donc à découvrir tous ces composants. Ici, j'ai mis capteur actionneur, mais en soi, il y en a beaucoup d'autres. Enfin, c'est les 2 grosses catégories, mais
Il y a beaucoup de choses, on va en voir tantôt. Et puis la troisième chose, je trouve intéressante, c'est l'utilisation de la démarche scientifique, puisque très clairement, dans la démarche autour des comportements préprogrammés, l'idée, c'est vraiment d'avoir une découverte autonome et de comparer entre groupes, mais aussi avec l'expérience qu'ils en font, leurs hypothèses et la réalité, ce qu'on en trouve, et donc faire une synthèse de tout ça. Et donc, clairement, on est sur cette démarche scientifique au sens large, ce qui permet de, du coup, généraliser ces compétences au-delà des sciences plus traditionnelles, si je peux dire ça comme ça, puisque les sciences informatiques sont des sciences. Hop, voilà. Alors, donc là, je vais commencer à présenter chaque comportement. Il y en a 6. Pardon, 6. Dans beaucoup d'activités, on a souvent 4 gros, puis 2 plus annexes. Je vais aussi expliquer pourquoi certains sont peut-être plus difficiles à mettre en place que d'autres. En tout cas, moi, dans ma pratique, peut-être que mes co-intervenants ou d'autres opinions sur le sujet, moi, c'est quelque chose sur ma pratique qui est revenu. Le Tignot jaune, alors je vais vous montrer ici ce que ça donne. Il n'y a pas besoin du son en soi, c'est pour vous montrer un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, que tout le monde voit bien la vidéo qui fonctionne. Merci Pierre. Voilà. Donc ce petit robot va fonctionner comme des outils assez intéressants de notre quotidien. Alors quand je dis quotidien, c'est un grand mot puisque tout le monde n'a pas la chance d'avoir un aspirateur autonome ni une tondeuse qui fait le boulot à sa place dans le jardin. Moi, par exemple, je n'ai pas cette chance, mais a priori, à l'heure actuelle, en 2023, beaucoup de jeunes commencent à avoir vu ce genre d'appareil, soit chez eux ou dans leur entourage, ou en tout cas à la télévision. Et donc, ça va permettre déjà, dans un premier temps, d'avoir des possibles liens avec des outils de quotidien, puisqu'on voit, donc l'idée, c'est un appareil qui va juste se promener tout seul. Et quand il rencontre des obstacles, il va à gauche ou à droite, ou il recule un tout petit peu, puis il va à gauche ou à droite. Et surtout, quand il rencontre le vide, il s'arrête. Ce qui est pas mal non plus quand vous faites ça sur des tables. Petit aparté sur ça, privilégier l'expérimentation à terre quand même, ça reste des enfants, hein, et les robots sont pas immuables non plus. Ce qui est intéressant avec Tignot jaune, et on va le voir dans d'autres couleurs, c'est la compréhension des capteurs de proximité, puisqu'on peut voir vraiment la réaction que le Tignot va avoir quand on quand on met sa main devant, etc. Alors, Tignot bleu clair, alors c'est un de ceux qui est un peu moins mis en avant parfois, et pourtant c'est un de ceux que je trouve le plus génial au niveau des références et de ce qu'il pose comme question aux enfants. Là, on va travailler les capteurs au sol, donc les 2 capteurs qui se trouvent en dessous du Tignot. J'avoue que mon erreur a été de ne pas prendre de Tignot avec moi, désolée. Et donc là, on a une image d'illustration lors d'une de nos animations. Donc, l'avantage de cette partie et de ce qui peut en découler par après au niveau animation et programmation, c'est qu'on peut créer soi-même son circuit. Donc, il existe des circuits fournis par Mopsaya. Mais moi, ici, pour la durabilité des choses, mais aussi pour le fun, ça m'arrive de donner des simples tissus aux enfants, du tape noir, et de leur faire leur circuit eux-mêmes, avec certaines contraintes, mais donc je leur laisse faire leur circuit. Celui que vous voyez sur l'illustration, là, c'est nous qui l'avons fait, mais on en a plusieurs et il y en a qui sont faits par les enfants. Ce Tignot, cette couleur, va permettre d'interroger sur la programmation réalisée en amont. Donc, quels capteurs vont être programmés et du coup, est-ce que les robots vont se percuter sur le circuit? Spoiler alert, c'est le moment le plus fun pour les enfants puisque ils peuvent se faire percuter les robots, puisque spoiler alert, oui, ils se percutent. Les capteurs de proximité ne sont pas programmés. Donc, c'est aussi un bon challenge pour après d'aller programmer les capteurs en VPL. Et ça, je lance l'idée à mes collègues pour expliquer après comment on fait. Alors, le Tignot bleu foncé,
c'est celui que j'utilise le moins en école parce que il est très sensible au bruit puisqu'il fonctionne avec le bruit, pas avec le son. Et donc, ça va permettre effectivement de travailler avec d'autres capteurs réactionneurs que l'infrarouge, puisque là, on est sur le micro et les LED aussi, puisque, hop, je vais vous montrer ici. Là, ici, alors, je vais peut-être mettre le son par contre. Donc là, on voit qu'il fonctionne au son, puisqu'il faut taper dans les mains et il y a un code pour arriver à le faire bouger. Et selon ce code, il va tourner, s'arrêter, avancer, ce genre de choses, mais aussi faire du bruit et allumer des LED différents. Et donc, ça permet de voir d'autres capteurs réactionneurs que ceux qu'on voit dans les autres programmes. Mais c'est le plus compliqué à utiliser puisque dans une classe, si vous faites ce type d'activité, vous verrez très vite que c'est compliqué d'avoir peu de bruit, hein, forcément, enfin c'est normal et c'est pas grave. Mais du coup, comme il est très sensible au bruit, moi personnellement, je leur dis de laisser tomber cette couleur et on la regarde ensemble, tous ensemble après, dans le calme. Comme ça, ils voient quand même et ils peuvent tester. Et ça fait sens, puisque du coup, le robot ne va pas bugger, en fait. Puisque sinon, il bug et du coup, ça ne fait pas sens pour eux par rapport à cette couleur. Mais très intéressante à ce niveau-là. Le Timio violet, alors je vous laisse découvrir ce qu'il fait. Voilà, donc on voit ici que la personne doit appuyer sur les flèches du robot pour le faire bouger. Alors, ce qu'on voit moins ici dans cette petite vidéo, c'est que le robot va avoir des vitesses. Ce qui n'est pas inintéressant puisque du coup, on peut montrer que les moteurs vont avec des vitesses différentes et que du coup, on va pouvoir programmer aussi les vitesses. Alors là, pour le coup, les capteurs de proximité et au sol ne fonctionnent pas. Donc, il faut bien faire ça à terre. Ce qui est assez sympa à faire, petit truc que je fais régulièrement, même avec des grands, c'est des mini-courses où le but, c'est de faire aller son robot le plus vite possible et de gagner la petite course. Bon, c'est un truc un peu funky, mais qui pédagogiquement vaut zéro, hein, soit dit en passant, mais voilà. Bien qu'on peut le rendre pédagogiquement intéressant. Ça va permettre de découvrir un autre capteur qui est les touches et de voir aussi la différenciation dans l'utilisation des touches, puisqu'en fait, les touches sont des touches capacitives, et selon qu'on appuie plus ou moins fort et plus ou moins longtemps, pardon, ça va faire différentes choses. Ici, ben, les flèches, pour le coup, c'est la base, ça va tourner, aller en arrière, en avant, etc. Mais si on appuie plusieurs fois en avant, ben, du coup, on va augmenter la vitesse. Et par contre, au milieu, par exemple, si on appuie longuement, ça éteint le robot. Petite chose intéressante à savoir. Et donc, voilà, le violet est très intéressant à ce niveau-là. On en vient vite au côté jeu avec le violet, mais moi, j'aime beaucoup quand même. Je le trouve intéressant. Le Timio vert, je vous montre ce qu'il fait. Alors, lui, on l'appelle l'amical, puisque, un peu comme les humains, il suit la main, mais si on est trop près, il va reculer. Un peu comme si on rentrait dans sa zone d'intimité. Et donc, ça va permettre de montrer les subtilités des capteurs d'obstacles, donc les capteurs de proximité devant, puisque c'est ceux de devant qui fonctionnent. Et donc, plus on est proche, plus il va reculer. Et si on a une distance, je veux dire, correcte, il va avancer et nous suivre. Et donc, ça permet aussi, par rapport au jaune, par exemple, ou à celui qu'on va voir juste après, de faire une différenciation et un affinage dans la gestion des capteurs et dans la compréhension des capteurs. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant aussi. Mais je les trouve toutes intéressantes. J'adore ce robot. Donc, forcément, c'est compliqué de dire toujours que c'est intéressant. Et le rouge. Alors, celui-là, je vais mettre le son.
sais pas si on va l'entendre. On n'entend pas le son, en fait. Mais Non, non. Et de toute façon, dans, je ne suis pas sûre que personne va le faire, non. oui, Oui, dans les c'est pas paramètres en fait, grave. de partage, il fallait juste activer le son. Mais bon, du coup, Xavier et Joël le sauront. C'est ma faute. Ouais, mais J'aurais dû c'est te pas dire ça grave. avant. Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais donc, en gros, ce robot ici va aussi fonctionner beaucoup avec les capteurs. Là, par contre, des capteurs arrière aussi, donc de proximité, mais arrière, vont être activés, ce qui va permettre aussi de voir un petit peu la différence, puisque devant, on a 5 capteurs, derrière, on en a 2. En plus de ça, on voit encore une fois cet affinage au niveau des capteurs, puisque si on met nos mains devant et derrière le robot et qu'on bloque vraiment les 7 capteurs, on va avoir le robot qui va ne plus bouger et faire du bruit, un son un peu stressant comme ça, et pour lui et pour nous d'ailleurs. Et donc, c'est assez intéressant de voir cette différence et de voir qu'on peut programmer les capteurs indépendamment les uns des autres, par ailleurs. Donc, c'est quelque chose par après, et ça, encore une fois, je laisserai mes co-intervenants en discuter après, mais dans VPL et dans Scratch, c'est intéressant d'après s'amuser à travailler cet affinage des capteurs et à comprendre que c'est plus complexe que j'éteins tous les capteurs ou je les allume tous. Alors, moi, comment je fonctionne au niveau de cette séquence-là spécifiquement? Donc, la première phase, c'est de la découverte libre, d'habitude. Donc, en gros, ils sont toujours par 2. Je vais revenir sur le pourquoi ils sont toujours par 2, voire des fois 3, mais a priori, maintenant, on a assez de robots, donc ils sont par 2. Et ils expérimentent tout, c'est-à-dire comment on allume le robot, comment on l'éteint, comment on change de comportement et qu'est-ce qui se passe dans les comportements, on teste. C'est un peu le moment découverte et jeu pour certains, mais où ils commencent tout doucement à comprendre et cogiter sur ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième phase, là, on est dans l'expérimentation à l'aide de documents, donc on est sur quelque chose de guidé, et ils doivent relever les caractéristiques des comportements et qualifier le robot. Par exemple, je le disais, peureux, amical, ce genre de choses, comme on a vu sur la première slide notamment. Alors, je me repose sur quoi pour ça? En fait, sur le site Roteco, je pense qu'ils y sont d'ailleurs, il y a plusieurs documents qui se ressemblent, hein, qui font plus ou moins tous la même chose. Il y a un 2, 3 codé qui avait sorti quelque chose. Il y avait Mopsaya, il y en a d'autres indépendamment. Mais globalement, l'idée, c'est de, par comportement, lister les caractéristiques, le mode de fonctionnement de chaque comportement préprogrammé. Et donc, de réfléchir à ça et de noter effectivement la qualification de chaque comportement préprogrammé. Et donc, l'idée, c'est de faire ça. Et puis, dans une troisième phase, retour en groupe classe. Forcément, cette correction, si je puis dire, en tout cas, ce partage. J'appelle pas ça vraiment une correction parce que s'il y en a qui me disent amical et l'autre qui me disent gentil, pour moi, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. En soi, tant qu'ils ont compris le concept, c'est le principal. Et en lien effectivement avec les composants du robot. Donc là, on essaie de voir combien il y a de capteurs, c'est quoi comme capteur, pour ancrer et l'expérimentation, mais aussi les concepts, et donc arriver à quelque chose où on a une théorie à la fin. Alors, comme je dis théorie, on s'entend, hein, où on a en tout cas quelque chose qui permet de garder une trace de l'activité, qui permet aussi une compréhension du robot pour après être à l'aise dans la partie programmation. Alors, quelques conseils par rapport à cette séquence et dans quoi elle s'insère, et je pense que mes collègues me rejoindront, en tout cas par rapport à ce qui s'est fait mardi, c'est quelque chose, ça me semble pertinent. Moi, personnellement, en amont, il y a cette initiation aux algorithmes. Alors, ce n'est pas toujours le cas, puisque ici, ça peut être un peu sorti du parcours, mais d'habitude, il y a cette initiation quand même, avec l'heure du code, par exemple, ou avec AlgoBot, si on est chez les plus grands, pour ceux qui sont en Wallonie et pas en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une compréhension un petit peu de comment ça fonctionne au niveau programmation. Puis du coup, la partie d'après, et c'est sur quoi mes collègues vont discuter après, tout ce qui est autour de la programmation, et donc les séquences suivantes. Là, on part sur l'idée de la programmation, et notamment, et c'est une chose peut-être en France, je ne sais pas trop, Joël, tu pourras nous dire, mais si vous aussi, vous avez cette partie logigramme, mais nous, on doit faire rentrer le travail sur les logigrammes en amont de l'aspect programmation. Et donc, il y a aussi tout ça à ne pas oublier. On l'oublie très souvent et je suis la première à l'oublier, soit dit en passant, parce que c'est quand même un peu rébarbatif parfois. On va trouver une idée pour que ça le soit moins, mais d'ici là, sachez qu'il faut le faire. De préférence, travail en binôme, notamment parce que la programmation, l'aspect programmation, favorise vraiment la collaboration. Et donc, nous, presque tout le parcours se fait en binôme, sauf dans des cas très exceptionnels. Non pas parce qu'on n'a pas le matériel, mais tout simplement parce que c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet aussi, pour ceux qui sont moins à l'aise avec certains aspects de l'informatique, d'avoir quelqu'un de peut-être plus à l'aise, bien que à l'heure actuelle, ils sont plus ou moins tous au même niveau. Et là, c'est une chose importante, c'est vraiment le travail en collaboration dans l'équipe enseignante pour qu'il y ait un parcours progressif. Et ce que Ronnie mettait en avant, c'est que le Timio permet vraiment de débuter en maternelle et de continuer jusque dans le secondaire. Et pour le coup, nous, on le voit. Alors, moi, je viens en tant qu'externe et donc j'ai moins ce fil rouge au niveau du parcours progressif, mais très clairement, il est présent chez Timio. Il y a plein de ressources qui le permettent, il y a plein de leviers, et donc vraiment, c'est quelque chose d'important à faire. Et je terminerai quand même par expliquer d'où je sors et ce que nous, on propose aussi, parce que du coup, on peut aider aussi à cette mise en place du parcours progressif. Au niveau de Codo Wallonie, nous, on éveille au numérique et à la programmation dans toute la région wallonne, quelle que soit la région, enfin la province, et quel que soit votre bled, même si c'est un bled que personne ne connaît, vous inquiétez pas, on vient. Quel que soit aussi l'apport matériel, c'est-à-dire que nous, on a une borne Wi-Fi, on a des ordis, on a les robots, on a tout ce qu'il faut. On a les tablettes, donc franchement, à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter, même si votre école n'est pas du tout fournie. On fait les ateliers scolaires dès la 3e maternelle, extrascolaires dès 8 ans, notamment les stages, mais pas que, et de l'accompagnement d'équipes pédagogiques dans les projets, notamment par des fiches pédagogiques, parfois de l'empreinte matérielle, dans la limite des stocks disponibles, dirons-nous, et par un SAV, je vais dire, c'est-à-dire que si vous avez une question, vous nous envoyez un mail et on y répond avec plaisir. Et si vous n'êtes pas trop loin, on peut venir vous voir lors des concertations et autres pour discuter et faire des petites présentations si vous voulez aller un peu plus loin. Voilà de mon côté. Je le dis déjà, la présentation sera fournie. Hein, donc, toutes les slides que vous venez de voir, je les fournirai pour que vous puissiez les avoir. Et je passe la parole. Merci beaucoup, Céline. Super présentation des comportements du Timio et de toutes ces informations d'ateliers et d'accompagnement que vous proposez. Donc, merci beaucoup, Céline. On va passer à la suite. Xavier, je te donne le lead de la présentation. Voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'on voit ma présentation? Oui, attends, voilà, c'est en mode présentateur, c'est bon. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Xavier Leclerc, je suis instituteur et non pas informaticien comme certains le croient souvent. Et donc, depuis 5 ans, j'ai été détaché pour aider sur ma commune, sur les 8 écoles de ma commune, aider les enseignants et les enfants à utiliser le numérique. Donc, je ne fais pas du Timio toute la journée. Le Timio est arrivé il y a 5 ans grâce à École numérique dans une de mes écoles. Et depuis, je tourne dans les écoles avec le Timio. Souvent, c'est une formation par année, par école. Et donc, j'ai commencé au départ avec des 6e primaires et cette année, je suis descendu jusqu'avec les 3e primaires. Et ça fonctionne tout aussi bien et ils sont tout aussi motivés. Donc voilà. Alors moi ici, ma mission aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu le comment programmer. Alors donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans Timio, il y a plusieurs langages. Et moi, depuis le départ, je n'ai utilisé que le VPL simple.
Pourquoi le VPL simple? Parce que vous allez voir que c'est vraiment abordable pour tout le monde, même avec des jeunes enfants. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, je vous explique un petit peu comment fonctionne le VPL. Donc, Xavier, oui. excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste parler un peu plus fortement? En fait, certains disent qu'ils t'entendent à peine. Merci beaucoup. Hein. Oui, je parle plus fort. Vous m'entendez? Ça va mieux? Oui, ça va parfaitement bien. Vous pouvez aussi également en fait augmenter pour l'audience. Vous pouvez également augmenter en fait le volume de vos ordinateurs et on arrivera à s'ajuster. Merci beaucoup, Xavier. Voilà, donc voilà à quoi ressemble l'écran de VPL. Donc, je vais commencer par le côté gauche. Donc, le côté gauche, vous avez tous les événements. Donc, la première case, elle présente tous les boutons tactiles sur le haut du robot. Donc, si on appuie sur un bouton, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième bouton, c'est tout ce qui est capteur avant et arrière. Donc, ça me fait toujours penser, moi, je dis toujours aux enfants, sur les pare-chocs des voitures de papa et maman, il y a des bip-bip. Mais ce sont les capteurs qui vont détecter la présence devant ou à l'arrière. Le troisième, c'est les capteurs de sol, donc détecter ce qu'il y a au sol. Le quatrième, c'est il va réagir au choc ou au grand mouvement. Et alors, comme Céline a expliqué, le dernier, c'est pour le bruit. Mais donc, le bruit, c'est oui, taper dans les mains ou des grands cris. Donc ça, c'est, je veux dire, c'est la colonne des si. Et puis de l'autre côté, vous avez la colonne bleue des alors. Donc, ce sont les actions où on va pouvoir, le premier, c'est pour travailler sur les moteurs. Donc, en fait, il y a deux moteurs, un moteur gauche, un moteur droit, et je vais pouvoir travailler sur les moteurs. Le suivant, c'est pour travailler sur les couleurs du Timio sur le haut du Timio. Le troisième, c'est pour travailler sur les couleurs du bas du Timio. Et le dernier, c'est pour faire des sons. Donc, il y a moyen de faire des petites compositions musicales. Sinon, il faut savoir qu'ici au-dessus, on a tous les outils pour enregistrer les programmations. Donc, je peux commencer une programmation, l'arrêter et la réouvrir une fois suivante. Vous avez le petit bouton bleu pour lancer. Donc, quand j'ai fait ma programmation, pour lancer, envoyer la programmation au robot, le robot alors peut exécuter ce qui a été programmé. Et le stop, ben, quand ça tourne mal, on a toujours le bouton stop pour arrêter tout si ça ne fonctionne pas. Alors, je vous explique un petit peu maintenant les différents boutons. Donc, vous voyez qu'il y a des couleurs. Donc, ici, la première ligne, ça veut dire si j'appuie sur le bouton du milieu, mon robot, les moteurs sont à l'arrêt. La deuxième ligne, j'appuie sur un capteur. Le capteur rouge au milieu va détecter quelque chose. S'il détecte quelque chose devant, il va avancer. Les deux moteurs vont avancer. Alors, il est très difficile pour les enfants au départ de comprendre comment on tourne à gauche et à droite. Parce qu'ils ont l'habitude des voitures téléguidées où on tourne à gauche, à droite. Et donc, il fait bien comprendre qu'on travaille comme sur un char d'assaut avec les chenilles et qu'il y a le côté gauche qui tourne plus vite, alors ça tourne à droite et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi remarquer qu'à droite de l'écran, on a du langage informatique qui, pour moi, en primaire, n'a pas de sens. Mais je trouve que pour les adultes, ou de temps en temps, les enfants voient quand même qu'il se passe quelque chose, que les petites images qu'ils mettent, là derrière se cache tout un langage informatique qu'ils ne comprennent pas, et je ne demande surtout pas de le comprendre, mais ils voient que c'est autre chose aussi dans la vie de tous les jours pour papa, maman ou les informaticiens. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble donc la programmation. Donc, franchement, c'est très, très simple pour les enfants. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je travaille maintenant avec un exemple plus concret. Donc, imaginons ici qu'avec les élèves, je leur demande de faire un petit programme qui permettra de suivre une ligne noire. Alors, je rajoute le mot large. Pourquoi large? Parce que les capteurs, en fait, ici, c'est de la largeur des capteurs. On peut faire un même style de programme qui suivra une ligne noire plus étroite, mais alors le programme est un petit peu différent. Alors, comment est-ce que je travaille avec les élèves? Première possibilité, c'est tout simplement laisser erreur. Je les laisse tout seuls, enfin tout seuls, ils sont en groupe comme Céline le dit aussi, ils ne travaillent pas tout seuls, mais je veux dire en petits groupes, et ils essayent. Et il faut savoir que la génération de maintenant, les jeunes enfants, ils n'ont peur de rien. Ils essayent, ils appuient sur tous les boutons, et ce n'est pas comme la génération de mes parents, quand je leur expliquais quelque chose, qui n'osent pas appuyer sur un bouton. Ici, ça va vraiment... Donc voilà, ça fonctionne. Mais il faut savoir que si on fait ça trop longtemps, j'ai certains élèves, surtout chez les plus petits, quand j'ai testé ça chez les plus petits, qui ont tendance alors à décrocher et dire « moi, ça ne fonctionne pas, je n'y arrive pas ». Donc, il faut prévoir alors des aides. Alors, voilà ce que j'ai prévu comme deuxième méthode, qui va être beaucoup plus progressive, qui va être une méthode plus réfléchie. On ne se lance pas directement, on va d'abord réfléchir à ce qui se passe. Donc, la première chose, c'est de le faire oraliser ou écrire, ça dépend un petit peu aussi des objectifs que j'ai derrière en français.
c'est de faire réaliser ce qu'on veut que le robot fasse. Alors évidemment, les enfants vont dire, bah, je veux qu'il suive la ligne noire. Oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on va pouvoir le dire au robot qu'il doit suivre la ligne noire? Et donc, on va essayer de travailler avec des phrases. Donc, moi, toujours au tableau, j'ai toujours mon si et alors qui est noté. Et il doit venir amener des éléments dans le si et dans le alors. Donc, si il voit du noir, alors il avance tout droit. Puis, si il voit du blanc au sol à droite, ça veut dire qu'il est en train de dévier sur la droite. Il faut qu'il redresse. Donc, alors, il tournera sur la gauche. Et puis, alors, la dernière possibilité, ben, s'il voit du blanc au sol à gauche, alors il tournera à droite pour redresser. Et donc, c'est déjà une étape qui n'est pas facile pour les jeunes enfants, c'est de comprendre que pour cette situation-là, il y a déjà 3 situations possibles. Soit il est sur la ligne, soit il est en train de dévier à gauche, soit il est en train de dévier à droite. Donc, je note ceci. Donc, ça, c'est vraiment la première partie. Puis, la deuxième partie, grâce au programme VPL, on va essayer de traduire ces phrases en français, mais ce restera toujours du français, mais par rapport aux capacités et aux outils qu'on a dans le VPL. Et donc, pour la première, s'il voit du noir au sol, alors il avance tout droit. Ça va devenir, si les détecteurs au sol détectent du noir, alors les 2 moteurs tournent à la même vitesse. Et donc là, c'est cette étape-là qui coince souvent. Et donc, pour ça, j'utilise, moi, déjà, à ce moment-là, le robot Timio à côté d'eux, et il le place sur la ligne noire. Et donc, c'est pour ça que j'ai ajouté la photo à côté. Vous voyez que le robot, quand il est placé sur la ligne noire, les détecteurs restent noirs. Et puis, la dia suivante, lorsqu'il part un petit peu sur la droite, on voit alors le détecteur de droite qui s'allume. Et quand il s'allume, ça veut dire qu'il voit du blanc. Mais il s'allume en rouge. Et donc, c'est tout un travail de compréhension et de vraiment comprendre quand le capteur voit du blanc, il s'allume en rouge. Et quand il voit du noir, il reste noir. Le noir, pour lui, c'est le vide. Et donc là, c'est souvent là que ça coince un petit peu. Mais même s'il l'oublie, souvent, ils le retestent. Ils reprennent le Timio, ils le placent sur une ligne blanche, une ligne noire, et puis ils se souviennent alors de ce code. Donc voilà, donc il faut vraiment alors faire toute cette traduction, et une fois que la traduction est faite, ils peuvent alors aller dans le programme et vraiment aller encoder ce qu'ils avaient décidé. Et à ce moment-là, alors, c'est beaucoup plus facile, si ce n'est que de bien comprendre de nouveau bien la couleur des capteurs. Donc noir, ça veut dire je ne vois rien, rouge, ça veut dire je vois quelque chose, et si je laisse gris ici, je n'en ai pas utilisé, mais si je laisse gris, ça veut dire je ne tiens pas en considération ce capteur-là. À droite, donc, vous avez les actions alors qui sont réglées. Donc, je disais, pour tourner à gauche, tourner à droite, ils ont vraiment des fois des difficultés. Mais c'est pas mal fait parce que de nouveau, dans VPL, quand vous placez les curseurs, vous voyez directement votre Timio qui imite la direction qu'il va prendre. Et donc, de nouveau, les enfants vont assez vite comprendre comment fonctionne le tourner gauche et le tourner droite. Je pense que j'ai tout dit pour là. Donc, vous voyez que j'ai bien mis le blanc, mais le blanc est en rouge pour bien détecter pour bien montrer que quand on voit du blanc, le détecteur s'allume en rouge. Alors, une petite remarque au passage. Il faut savoir que dans VPL, si vous faites 2 conditions, évidemment, les mêmes, 2 événements les mêmes, il va vous prévenir. Donc, c'est bien fait. Vous ne sauriez pas avoir de problème. Autre remarque aussi, une fois que vous lancez le petit programme que vous avez préparé, vous voyez qu'il y a une petite flèche jaune qui se met à gauche de l'action qu'il est en train de réaliser. Et donc, ça aide aussi l'enfant à voir à quel moment il est et s'il y a un problème, à quel endroit ça bug. Alors, souvent, les enfants ont tendance à dire « Monsieur, mon robot, il bug ». Fin de leçon, ils ne disent plus « le robot bug », c'est moi, programmateur, qui est bugué et qui n'est pas bien programmé. Et donc là, je trouve que l'objectif est atteint. Au moment où ils peuvent dire ça, que ce n'est pas le robot qui bug, mais c'est le programmateur qui n'a pas bien fait son travail. Voilà, je pense avoir un petit peu dégrossi. Peut-être juste signaler, donc moi j'utilise le VPL tout simple. Il y a moyen de passer en VPL un peu plus avancé, comme Céline a expliqué, où on travaille alors plus sur la sensibilité des capteurs et des choses pareilles. Mais moi j'évite parce que ça complexifie un petit peu tout. Et donc, vu que je ne fais ça qu'une année scolaire par classe, c'est trop court sur mon année scolaire de pouvoir aller plus loin. Donc, c'est pour ça que je ne passe pas en avancée. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi le VPL3 qui est encore avec plus de précision et plus de détails, mais que je n'ai jamais testé. Donc, voilà un petit peu le partage de mon expérience. Merci beaucoup, Xavier, de ta présentation. De rien. Merci pour la présentation de l'interface VPL.
Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et de toute façon, après, on aura le moment questions-réponses où on pourra vraiment ouvrir nos micros et poser des questions à tous ces interlocuteurs. Je vais laisser la parole à Joël. Joël, est-ce que tu es là? Oui, Voilà, oui. je te vois. Bon, j'imagine que vous m'entendez. Je t'entends bien, oui. D'accord. J'ai donc la parole. Tu as la parole. Maintenant, Bien. c'est à toi. Merci. Moi, je vais parler de pas mal de choses en fait. Alors, je vais commencer par. Peut-être que je pourrais commencer par montrer que ce qu'a raconté Xavier, ça marche vraiment. C'est-à-dire que je vais vous montrer le robot, le petit programme d'un suivi d'une ligne noire qui fonctionne donc en temps réel. Donc, j'ai une petite caméra. Alors, je vais partager mon écran. Alors, voilà. Donc, j'imagine que tout le monde voit un joli écran sur lequel il n'y a rien. Et je vais mettre donc. Alors, vous reconnaissez ici l'interface de Timio Suite et juste à côté, une caméra qui filme le robot. C'est juste, on a ça. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Tout va bien? Oui, on a juste, tu sais, sur la droite, on a Timio avec VPL, VPL3. En fait, c'est le début. C'est juste ce que tu cherches montrer? On n'a pas encore l'interface VPL. C'est ça que j'ai envie de te dire. Oui, c'est normal. Oui, c'est juste. OK, très bien. Alors, tout est bon. Non, mais là, je fais celui qui vient juste de double-cliquer sur Timio Suite. Parfait. Alors, on est bon. Donc, voilà, je clique sur VPL. Là, je reconnais mon robot. Mon ordinateur a reconnu le robot. J'ouvre le programme avec VPL qui s'affiche sans programme. Hein. Donc, je vais charger le programme, alors, un programme similaire à celui de Xavier, pas exactement. Hein. Voilà, moi, je l'ai appelé ligne noire. Voilà, hop, il s'ouvre. Voilà, donc c'est un programme qui reprend le comportement des deux capteurs. Donc, deux capteurs, ça fait donc 4 cas possibles. Voilà, donc il n'y a plus qu'à lancer, il n'y a plus qu'à, hein, voilà, le programme. Alors, j'ai passé le temps où je construis le programme, hein, puisque Xavier vous a montré comment on faisait. Donc maintenant, on va le robot à l'heure. Hein, voilà. Vous avez le son, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous entendez. Le son du Timio, on l'entend pas, non? Non. En tout cas, moi pas. C'est pas grave, hein, mais alors il y a une option pour envoyer le son, non? En fait, c'est quand tu partages l'écran sur Zoom, en bas, tu as un petit coche où il faut cocher, mais ça, c'est avant que tu partages. Ah, bon. Bon, de toute façon, c'est pas très grave hein, pour entendre le bruit d'un moteur. Alors, vous voyez, quand on a prévu le coup aussi, où il y avait où il rend compte que du blanc, donc à ce moment-là, il fait demi-tour. Donc là, il est parti pour quelques heures de rotation, si on ne fait rien pour l'arrêter. Voilà, donc je vais arrêter son comportement. Voilà, donc je rappelle, hein, tout ce que je fais, c'est en temps réel, hein, il n'y a pas de. Voilà, donc vous voyez que la mise en œuvre n'est pas très compliquée à faire. Hein. Voilà. Alors, après ce petit préambule, je vais venir sur ma présentation. Voilà. Alors moi, personnellement, je me présente très très vite, hein, je ne vais pas insister. Bon, moi, je suis à la base professeur de physique, hein, mais je fais de l'informatique depuis très longtemps. Donc, j'ai passé aussi professeur d'informatique au lycée dans l'option NSI en France. Je suis de Bordeaux, hein, je n'ai pas précisé. C'est pas très important, mais bon. Du coup, moi, effectivement, Timio, pour moi, c'est une aventure intéressante. C'est un robot très polyvalent avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Et moi, j'ai essentiellement travaillé avec des niveaux début collège, donc la classe de 5e en France, ce qui correspond à l'âge de 12 ans à peu près. Hein, voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de Scratch. Je me suis, donc, pendant pas mal d'années, j'ai fait de la CEBA et du Scratch avec un petit peu de VPL aussi, avec donc les enfants de cet âge. Et Scratch, ça passe très, très bien pour cet âge-là. Alors, les langages de Timio Suite, on va faire un petit parcours rapide hein, sur les langages de Timio Suite. Bon, l'interface, ça fait 10 fois que vous la voyez maintenant, mais en fait, effectivement, vous voyez, il y a 6 icônes, donc 6 langages. Je vais vous présenter un petit tableau que je vais, qui est un petit tableau pour mémoire, hein, vous n'êtes peut-être pas obligé de tout mémoriser d'un coup, c'est pas très important. Dans les langages, alors, il y a le comportement de base, donc Céline a bien parlé. Donc, après, on a les 6 langages qui sont écrits. Alors, au niveau de l'interface, pour le comportement de base, le robot, c'est un robot, hein, il n'y a pas d'ordinateur. Alors, c'est écrit en langage. Alors, le robot a un langage natif qui s'appelle ACEBA.
qui est le langage qui est vraiment inscrit dans le microcontrôleur du robot. Donc là, vraiment, c'est avec ça qu'il travaille. Et les autres langages subissent d'abord des traductions en assez bas avant de pouvoir être exécutés. VPL et VPL3 sont écrits en assez bas aussi. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, on le reverra tout à l'heure, le code qui s'affichait à droite des icônes des cartes de VPL. Deux langages Blockly et Scratch qui sont écrits en JavaScript, qui est le langage des navigateurs et qui sont traduits donc en assez bas. Et puis après, assez bas Studio. Donc ça, c'est de l'ACEBA. Python, c'est du Python. Je ne l'ai pas marqué ici. Et ouais, il y a une petite inversion dans le tableau au niveau d'ACEBA et Python, c'est pas très grave. Et puis, depuis quelques temps, on a développé un produit sur Timio AI. Donc, Timio est l'intelligence artificielle. Donc là, c'est de la programmation, mais on programme un réseau de neurones, en fait. Voilà. Juste une petite chose à propos au niveau des interfaces, donc, pour le comportement de base, on a le robot. VPL, VPL3, vous avez vu, c'est des cartes. Avec Blockly et Scratch, alors certains d'entre vous connaissent peut-être Scratch, peut-être moins Blockly, mais c'est un peu pareil. Mais on a des petits blocs, hein, on va détailler ça par la suite de l'exposé. Donc, ce sont des blocs qu'on manipule à la souris. Et puis après, il y a la programmation alors classique, hein, très répandue dans le monde informatique, qui est la programmation textuelle, donc avec du texte. Donc ça, c'est ACEBA Studio et Python. Et puis Timio AI aussi. Textuel, on peut, mais bon, la colonne Timio AI, en fait, n'est pas très à jour. Il faudra que je refasse ça un peu mieux. Alors, petite nuance aussi, dans la plupart des cas, Timio peut exécuter son programme, même si on a débranché le fil, même si on a enlevé la clé, même si on a éteint un ordinateur, le programme se stocke dans l'ordinateur, et voilà. Ça marche avec tous les langages, sauf Scratch. Scratch a besoin d'une liaison permanente avec l'ordinateur. Voilà, bon, il faut le savoir. Hein. Voilà. Après, les types de langage, ça, on peut laisser tomber, j'y reviendrai plus tard. Hein. Les âges, alors, c'est indicatif parce qu'effectivement, on peut commencer peut-être plus jeune ou plus vieux, mais voilà, en gros, les comportements de base des VPL, c'est disons à partir de 5 ans. Blockly, qui est une autre manière, une espèce d'autres VPL, si on veut, un petit peu plus tard peut-être. Scratch, disons à partir de 11 ans. Et puis le reste, la programmation textuelle à partir de 14 ans, ça me paraît raisonnable. Au niveau des difficultés, on retrouve un peu la même gradation, donc très facile pour les comportements de base et VPL. Blockly, c'est assez facile aussi. Scratch, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un mélange entre les blocs de Scratch, les blocs de Timio et Scratch lui-même. Et puis après, la programmation textuelle avec un degré d'abstraction qui est un peu plus important. Donc, effectivement, ça demande un âge un peu plus avancé. Voilà pour les présentations des différents langages. Hein. Nous, on va s'intéresser plus particulièrement à Scratch. Alors, peut-être il y a une petite nuance à faire au niveau des langages textuels et des langages visuels. C'est peut-être pas très clair pour vous. En tout cas, voici par exemple un exemple de langage textuel. Alors, c'est du Python. Vous avez du texte, ce qu'on appelle le code, qui est formé de mots-clés et d'expressions. Voilà. Ce code va être envoyé quelque part dans l'ordinateur, peu importe où. Toujours est-il que ce code va avoir comme résultat de tracer un petit carré qui est dessiné à côté. Donc ça, c'est du langage Python. Voilà, donc dans la programmation textuelle, c'est du texte. Si on veut faire la même chose avec un langage en programmation visuelle, voilà ce que ça va donner. Au lieu de les textes sont remplacés par des blocs que l'on va assembler ensemble, et il semblerait que cette manipulation soit beaucoup plus aisée, on entre beaucoup plus facilement dans la programmation à l'aide de tels programmes visuels, et le résultat se dessine à côté, on a toujours un carré. Il faut savoir quand même que la programmation visuelle, c'est pas juste pour jouer et juste pour côté pédagogique. Dans le monde de la professionnelle informatique, c'est des langages qui se développent de plus en plus, étant donné que le programmeur a de moins en moins de code à écrire et de plus en plus de construction globale à faire. Donc, les langages visuels ne sont pas du tout uniquement réservés aux enfants. Alors, je vais me pencher un peu plus sur le langage Scratch maintenant. Alors, le langage de Scratch, c'est le langage visuel. C'est celui qu'on a vu à l'instant. Hein. C'est le plus répandu dans le milieu éducatif, peut être abordé très jeune. Il y a une version simplifiée qui s'appelle Scratch Junior qui permet vraiment de commencer avec des tout petits. Et on peut l'utiliser en ligne ou le télécharger pour l'utiliser en ligne. Alors, la présentation de l'interface de Scratch, bon, la voilà. Hein. On a
Ça ressemble un peu à ce qu'on voit un peu partout, hein. Vous avez les menus en haut, les blocs. Oui, pardon. Alors, les blocs qui sont situés dans la partie de gauche. Au milieu, la zone où on va faire notre code, hein, c'est-à-dire on va assembler nos blocs. Et puis, la scène sur laquelle va se dérouler l'action programmée, qui se trouve sur la partie de droite. Alors, peut-être que plutôt que de montrer une image, je ferais mieux de montrer le vrai robot. Alors, pour vous montrer, donc là, maintenant, je vais passer, je vais quitter VPL et je vais passer à Timio Scratch. Voilà. Donc, vous avez vu la manipulation. Je ferme VPL, je reviens dans l'interface de base et je clique Scratch. C'est toujours le même robot. Voilà. Le Scratch s'ouvre, ça prend un petit peu de temps. Voilà, Scratch est ouvert. Donc, on retrouve le plan que j'avais tout à l'heure, hein. Donc, au niveau des blocs, donc voilà les fameux blocs qui font des choses. Alors, je vais vous montrer une petite chose. Alors là, comment dire, je pars du principe que vous ne connaissez pas Scratch, donc je m'excuse auprès de ceux qui maîtrisent déjà cet outil, mais je pense que c'est important. Moi, je me suis fixé comme objectif, si vous voulez, de pas d'aller le plus loin possible, certes, mais que ça reste compréhensible tout le temps et qu'il n'y ait pas des sauts dans la chaîne qui fait que vous avez voilà, que vous êtes bloqué dans cette démarche. Donc, je prends Scratch, hein, Scratch de base, hein, vous ouvrez Scratch pour vous tomber là-dessus. Alors là, on a quand même un Scratch qui est un peu adapté au Timio parce que vous ne reconnaissez peut-être pas le petit chat de Scratch qu'on trouve d'habitude. Ça a été remplacé par l'icône de Timio. C'est pas très grave. C'est du Scratch quand même. Alors, du coup, d'ailleurs, je vais changer de costume parce que celui-là, je préfère celui-là. On va Scratch de dessus. Je vais réduire un peu sa taille pour une interface petite. Voilà. Je reviens à la partie code. Et alors, comment ça marche, les blocs? Ce n'est pas compliqué. Vous prenez un bloc, vous le mettez là, vous cliquez dessus et ça fait le travail. Donc, vous allez voir le petit bloc Timio qui se déplace petit à petit de 10 pas, de 10 pixels en fait, donc vers la droite par défaut. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, je vais prendre un bloc répété indéfiniment et je vais encadrer mon bloc avancé. Donc, ça veut dire tout simplement, c'est assez facile à comprendre, que le bloc avancé 10 pas va être répété indéfiniment. Alors, je clique dessus et pof, ça y est. Alors, vous voyez que ce n'est pas indéfini en fait, parce qu'il s'arrête à la limite du bloc. Vous voyez, il est toujours là sur le bord. Alors moi, je me souviens d'une époque, alors, je ne sais plus si c'était avec une ancienne version de Scratch ou un autre logiciel, mais le robot s'en allait, au revoir, et donc tout le monde, ça faisait rigoler tout le monde qu'on ne puisse pas rattraper le robot. Et c'était un peu amusant. Et je constate maintenant que avec la nouvelle version de Scratch, les programmeurs manquent totalement d'humour parce qu'ils n'ont pas du tout, ils arrêtent le robot à cet endroit-là. Et donc, ça ne fait plus rigoler les gens. Donc voilà l'utilisation des blocs. Alors les blocs, il y en a beaucoup, hein. Dans les catégories, vous voyez, ici, tous les blocs sont consacrés au mouvement du sprite, de ce qu'on appelle le lutin aussi, si vous voulez. Donc l'icône ici qui se déplace. Vous pouvez programmer du son, vous pouvez cramer. Alors les événements, donc ça c'est tout ce qui peut arriver à ce lutin, c'est-à-dire il va heurter des obstacles, il va détecter des couleurs, il peut détecter les événements. Les contrôles, alors là, on retrouve les structures classiques de la programmation, hein, les tests, si alors, les boucles, etc. On a une partie capteur où, alors on dirait, comment un objet peut-il avoir des capteurs? Ça va être par exemple les touches du clavier peuvent être considérées comme des capteurs puisque ça va agir sur l'icône. D'ailleurs, je vais donner l'exemple après d'un contrôle du sprite avec le clavier. Alors après, puisque c'est un langage de programmation, mais avec des opérateurs, on peut faire des choses comme ajouter, soustraire des calculs, hein, des opérations de logique, des comparaisons, etc. On peut créer des variables, on peut créer ses propres blocs. Et puis enfin, en bas, on trouve les blocs qui sont spécifiques à Timio. Il y en a un certain nombre. Alors, je vais revenir, peut-être, je vais vous montrer un autre. Bon, on va arrêter. Alors, quand vous en avez marre d'un programme, ce n'est pas compliqué, vous le prenez, le jetez, il disparaît. Je vais peut-être charger. Il faut me contrôler sur le temps parce que je suis tendance à peut-être à prendre trop de temps. Alors, je voulais juste montrer un autre programme. Tu as encore amplement le temps, c'est bon.
Alors ici, c'est pas ici, c'est ici, je vais charger ici ce programme. Alors, je ne vous l'assemble pas parce que c'est un peu long à faire, hein, mais on va justement. Alors, vous voyez ici, alors, quand je clique, donc ça veut dire que le programme va démarrer quand je vais cliquer ici. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si j'appuie sur la touche E, ça met le stylo en position d'écriture. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, l'icône peut, d'ailleurs, virer mon icône, je reviens dans mon petit robot, voilà, comme ça. Alors, si j'appuie sur la touche E, ça met le stylo en position d'écriture. Si j'appuie sur la touche R, ça le relève, donc il n'écrira plus. Et puis après, j'ai mis 3 contrôles. Si j'appuie sur la flèche haut, il avance tout droit. Flèche gauche, il va tourner à gauche, et flèche droite, il va tourner à droite. Voilà. Alors, je pense que... Alors maintenant, je vais lancer le programme. Voilà. Je lance le programme. Et j'appuie sur la touche pour avancer. Et ça ne marche pas. Vous voyez, peut-être vous entendez le bruit désespéré de ma touche qui... en fait, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, parce que le programme, il s'est exécuté une fois, il a fait tout ça, ça lui a pris 2 millisecondes et après, il s'est arrêté. Donc, si je fais que ça ne marchera pas. Donc, c'est un piège un petit peu quand on débute là-dedans. Il faut penser à lui dire, oui, non, mais attends, tu as regardé les touches, mais là, il faudrait que tu les regardes tout le temps. Alors, je vais aller chercher un bloc qui s'appelle le bloc répété indéfiniment, qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. Et je vais mettre ce bloc ici, voilà. Et maintenant, tout ce qui est censé détecter le robot, ce qui est censé faire, le sprite, eh ben, il faut qu'il répète tout le temps. Maintenant, vous allez voir, ça va marcher beaucoup mieux. Alors, je clique ici, donc maintenant, je vais appuyer sur ma touche. Voilà. Du coup, je vais appuyer sur la touche E pour avoir le stylo. Voilà, maintenant, donc, il trace. Alors, je peux m'amuser à tourner, à dessiner des petites formules. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, tac, j'en passe les meilleurs. Hein, voilà. Et puis, je peux éventuellement aussi relever le stylo pour qu'il avance sans ne plus rien tracer. Voilà un exemple de Scratch tout seul. Donc, voilà. Bon, alors, Scratch, c'est un univers. Hein, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Pour arrêter le programme, et quand ça tourne, c'est jaune. Hein, voilà, j'arrête le programme. Voilà. Bon, alors tout ça, c'est bien beau, mais c'est Scratch tout seul. Alors, maintenant, Scratch avec le robot. Donc, on va franchir une étape supplémentaire. Je peux me débarrasser de ce programme. Alors, du coup, je vais faire un fichier nouveau. Voilà. Je vais regarder les blocs de Timio maintenant. Alors, donc, ces blocs-là vont contrôler Timio. Alors, est-ce qu'il faut que je revienne sur ma présentation? Ici. Oui, alors je vais revenir un petit peu sur ma présentation. Alors ici, donc il faut bien comprendre que dans un robot, il y a des actionneurs et des capteurs. Alors, comment les actionneurs et les capteurs vont-ils être reliés à Scratch? Le capteur de Timio, c'est quelque chose qui reçoit des données de l'extérieur et qui va les envoyer à Scratch. Donc, on va trouver dans Scratch des icônes Timio qui sont des blocs avec des bouts arrondis là, qui vont représenter des capteurs. Donc ça veut dire Scratch reçoit de l'information de la part du robot. Et évidemment, il y a le pendant inverse, c'est-à-dire que les blocs qui ont cette forme là, avec un petit ergot, vous voyez en bas dans le deuxième cadre, ces blocs-là, eux, au contraire, vont envoyer des données pour activer les actionneurs de Timio. Donc, on a vraiment ces deux sens. Voilà, donc comme capteur, exemple, vous avez le capteur de proximité, le micro, l'accéléromètre, le bouton capacitif, etc., qui sont des capteurs. Et puis vous avez pour les actionneurs, il y a les moteurs, il y a les lumières, il y a le son, etc., qui vont permettre de faire ça. Alors, je vais maintenant passer à 2 programmes simples sur le Timio. Alors, je ne vais peut-être pas... il me reste combien de temps, Ronnie? Le maître du temps me dit quoi? Voilà, à mon avis, on a encore bien 10 minutes, 10 à 15 minutes. Oh là là, merveilleux. Du coup, peut-être on va assembler ce programme, on va le faire tourner. Peut-être de l'assembler, ça permettra de mieux comprendre comment il fonctionne. Donc, je vais revenir ici. Je vais mettre le programme sur le côté pour ne pas faire de bêtises. Alors,
Alors, on peut faire comme on a fait tout à l'heure. Ah oui, j'ai squeezé une partie, c'est vrai. Est-ce que les blocs marchent tout seuls? Alors, on a de la chance parce qu'on a la caméra à côté. Donc, je vais tourner le robot. Je vous donne la feuille et je peux l'enlever. Hop. Voilà, mon robot aussi, ici. Et si j'applique sur avancer, eh ben, vous avez le robot qui avance. OK, voilà. Donc, on a la même interaction, sauf que ce n'est plus les sprites qui se déplacent sur l'écran, mais c'est le robot qui se déplace en vrai. Je peux aussi le faire tourner. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va élaborer un programme très simple, mais qui est un programme, je dirais, de base dans l'apprentissage des comportements. C'est, imaginons que Timio soit un véhicule autonome. S'il rencontre un piéton, il vaudrait mieux qu'il s'arrête devant le piéton. Et quand le piéton est passé, eh ben, il puisse redémarrer. Alors, je vais construire le programme, parce qu'apparemment, on a un peu de temps avec vous. Hein. Donc, je commence par prendre un premier bloc qui permet de démarrer le programme, tout simplement. Ce n'est pas indispensable, mais c'est une bonne idée. Il y a toujours ce fameux bloc répété indéfiniment dans lequel on va déposer toute notre fonction, tout ce qu'on a à faire. Alors, la première icône, ça va être de tester s'il y a quelque chose devant le robot. Alors, je vais aller chercher un bloc comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors, il faut que je prenne un bloc si d'abord. Oui, effectivement. Donc, je prends un bloc si, alors, sinon. Voilà. Alors, donc dans ce bloc si, alors quoi? Si, alors, il y a un obstacle devant le robot. Alors, pour utiliser le bloc de Scratch pour dire qu'il y a un obstacle devant, en fait, il faut les capteurs envoient des valeurs numériques à des nombres entiers, et il va falloir comparer les nombres entiers qu'envoie le robot par rapport à des valeurs de référence. J'aurais pu vous montrer ça d'ailleurs avant. On va prendre les blocs Timio. Je vais aller chercher ici un bloc. Alors, pardon, excusez-moi. Je vais rechercher le bloc de capteur. Et capteur, oui, par exemple celui-ci. Vous voyez, si je clique sur ce bloc, vous allez voir la valeur qui s'affiche, c'est 0. Donc là, il est en train de, quand je clique sur le capteur, il est en train de lire ce que le robot est en train de lui envoyer. Le robot lui envoie 0, tout simplement parce que devant le capteur central, il n'y a rien. Je vais attraper le robot à la main, vous ne le verrez plus. Et je l'attrape à la main. Peut-être si vous le voyez, si vous avez ma lunette, je mets le capteur devant, là, je mets un doigt sur le capteur central, et vous voyez qu'il affiche 4592. Hein, et si j'éloigne mon doigt, je vois des valeurs, bien sûr, qui sont intermédiaires. Voilà. Donc voilà comment marche le capteur, en fait. Je pense que vous avez compris, je remets le robot là-bas. Et donc maintenant, je vais pouvoir poursuivre ma programmation. Donc, je vais prendre mon opérateur plus grand que. Alors, ici, je vais mettre une valeur seuil qui sera plutôt. J'ai mis 130. Je sais plus. Alors, si jamais. Alors, je peux utiliser des blocs qui détecte les capteurs, mais il y a un bloc qui est assez pratique, qui détecte, qui fait une espèce de mesure de la distance. Voilà. Donc, si la distance qui est devant est supérieure à 130, eh ben, mon fois, je considère qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, s'il n'y a rien, eh ben, le robot peut avancer. Donc, je vais aller chercher le bloc pour le faire avancer. Donc, c'est le bloc qui s'appelle moteur tous. Donc, ça veut dire que je mets toutes les roues en route à une vitesse de 50, ce qui n'est pas très rapide. Et puis, tant qu'à faire, pour qu'on comprenne bien, je vais lui mettre des lumières, une lumière verte. Voilà. Donc, voilà. Alors, les lumières, ça marche sur le code RVB, rouge, vert, bleu. Donc, je mets le rouge à 0 et je mets le vert à 32, qui est la valeur maximale, ça va de 0 à 32. Ah, pardon, excusez-moi, je vais pas le placer. Voilà. Donc, si jamais il n'y a rien devant, eh ben, il avance en vert. Et à contrario, si jamais il y a quelque chose devant, ben, il faut stopper les moteurs. Je stoppe les moteurs et je vais mettre les LED. Je vais laisser les LED en rouge. Voilà. Et puis, je vais rajouter une petite temporisation parce que parfois, ça marche mieux comme ça. Voilà. Pour pas que le flux d'information soit trop élevé. Alors, le problème, c'est que… Alors, bon, je vais lancer le… Alors,
Je vais mettre d'abord un obstacle devant. Un petit obstacle devant. Voilà, j'ai mis un petit stylo devant. J'espère que vous le voyez. Vous voyez que le capteur central est allumé. Donc, en principe, on est dans le deuxième cas du programme. Donc, en principe, ben, il n'avance pas. Hein. Voilà. Maintenant, si j'enlève mon petit stylo, eh ben, il avance. Donc là, en mode autonome, hein, quand il y a un piéton qui arrive, pof, le piéton est là, je m'arrête, le piéton passe en bas, et Timio peut reprendre son parcours. Voilà, j'arrête le programme. Donc voilà comment on peut programmer Timio avec Scratch. Hein. Vous voyez que ça ressemble à la programmation de Scratch normale, sauf qu'on remplace les blocs des lutins par les blocs spécifiques de Timio qui ont été créés donc, par le PFL et Mopsia. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer de plus? Oui, alors ça, ce petit programme, ce qui me paraît important de dire, c'est qu'il est tout à fait réalisable en VPL, hein, il n'est pas difficile à faire du tout, etc. Donc, on pourrait se poser la question, mais pourquoi qu'est-ce qu'apporte Scratch? Est-ce que Scratch est un plus par rapport aux autres langages? Alors, la réponse, oui. Et on peut faire un programme très simple pour montrer ça. En fait, si on va faire un programme tout bête, bon, ce n'est pas vraiment un robot, mais c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Si je voulais que Timio dessine un carré, comment je fais? C'est-à-dire qu'il faut qu'il avance, qu'il tourne, qu'il avance, qu'il tourne, etc. Sauf que si vous prenez un programme de type VPL événementiel, eh ben, si vous lui dites d'avancer, il avance, mais il n'y a aucune raison pour laquelle il s'arrêterait. Il va s'arrêter s'il y a un événement qui lui dit « arrête-toi ». Donc ça veut dire qu'il faudrait des événements. Donc il faut 4 événements, il faudrait lui mettre des obstacles pour qu'il s'arrête, pour qu'il tourne, qu'il dessine un carré. C'est un peu compliqué. Le robot n'aurait pas, un robot en VPN n'a pas l'autonomie. Il est totalement dépendant des événements et donc il ne va pas de lui-même enchaîner un certain nombre d'actions sans un peu sans événement, sans raison. Donc par contre, la spécificité, c'est qu'avec Scratch, on peut faire ça parce qu'il y a des blocs qui ont été rajoutés pour faire ça. Alors, pour dessiner un carré, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je vais prendre le contrôle, je vais dire de répéter 4 fois. Répéter 4 fois, avance 200. Alors 100, ça fait à peu près, c'est 100 mm, hein, ça fait à peu près 10 cm. Hein, et tu tournes de 90 degrés pour faire un angle droit. Et puis, du coup, je vais mettre une feuille par terre. Je vais lui mettre un stylo. Voilà, j'ai mis un stylo. Dans le robot, il y a un trou pour ça. Là, en principe, il va dessiner un carré. Ensuite, il tourne un peu. Voilà. Alors, je peux vous le remontrer à l'écran, ici. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez mieux. Non, parce que le stylo, la caméra sature un peu trop. Donc, je remets la feuille. Vous voyez le carré ou pas? Je ne sais pas trop. Voyez, un carré qui est ici, là. Il n'est pas facile à voir. Hein, mais, vous le voyez, le carré ou pas? Non, vous devinez peut-être? Non. On va le deviner, mais on ne le voit pas très bien. Oui, très bien, non. Mais moi non plus, je ne vois pas très bien. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas un gros stylo noir. Les gros stylos noirs, ils ne rentrent pas dans le trou, donc je ne peux pas le faire. Mais il a dessiné un carré. Et ça, vous voulez faire ça en VPL ou en assez bas, eh ben, ce n'est pas gagné, je peux vous dire. Hein. Il faut utiliser un timer. Donc, comme il y a 4 côtés, avec même la rotation, ça fait 8 timers. 8 fois, c'est une horreur. Donc, voilà, ce qu'apporte Scratch, en plus, c'est cette capacité de faire des opérations qu'on appelle séquentielles. Donc, il va pouvoir enchaîner des opérations, un peu comme dans un langage normal, sans se soucier d'événements. Donc, il est double. Il est à la fois événementiel, on l'a vu avec le piéton, et il est à la fois séquentiel, c'est-à-dire qu'il peut dessiner des formules géométriques ou enchaîner un certain nombre d'opérations sans trop de soucis.
Bon, alors, je ne vais pas trop poursuivre là-dessus sur Scratch parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais je suis en train de me dire que j'ai déjà raconté beaucoup de choses. Je vais peut-être juste finir par une petite vidéo pour vous montrer. Alors, ce qu'on peut faire avec Scratch, avec un peu de créativité, je vais juste reprendre pour présenter la chose ma présentation. Alors, voilà, j'avance un petit peu. Donc, tout ça, on l'a vu. Alors, voilà, Timio gendarme. Alors, je vais transformer Timio en détecteur de vitesse. Alors, dans ce programme, Timio est sur le bord de la route. Il va mesurer la vitesse. Alors, je dois avoir une image quelque part. Parce que je suis en train de partager le truc. Alors, voilà, Timio, vous voyez, il a les capteurs devant. Le capteur droit, alors il y a le carré bleu représente un objet qui se déplace, une voiture, un véhicule qui passe devant Timio. Le capteur droit va détecter le bord, va s'apercevoir qu'il y a un obstacle qui arrive, donc il va repérer le temps, l'instant où ce véhicule arrive sur le capteur droit. Ce même véhicule va passer au capteur gauche, à un moment donné, quelques instants plus tard, et Timio va mesurer le temps de passage entre les deux capteurs, ramener une distance d'environ 10 cm. Bon, il va être capable de déterminer la vitesse du véhicule qui passe. D'accord ? Alors, une fois qu'il a fait ça, si jamais le véhicule va lentement, pas de souci, il va s'allumer en vert, l'air de dire tout va bien. Puis, si jamais le véhicule va trop vite, eh bien, il va le prendre en chasse. Alors, je vais vous montrer la petite vidéo qui montre tout ça. Dès que je la trouve, voilà. Alors, je vais repasser. Voilà, donc voilà, situation statique. Hein. Le véhicule qui s'apprête à passer, le Timio gendarme, voilà, avec des petites couleurs qui vont indiquer un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors là, il y a du son, normalement, vous ne l'aurez pas, mais ce n'est pas très important, c'est juste des explications. Cette petite vidéo est tirée du MOOC Timio, dont on parlera peut-être un petit peu plus en détail éventuellement. Je lance la vidéo. Voilà. Timio mesure sa vitesse, passe en mode jaune, puis il passe en mode vert. Voilà, le véhicule va lentement, donc il n'y a pas de souci. Mode d'attente. Voilà. Un deuxième véhicule se présente. Alors celui-là va plus vite. Hein. À nouveau sa mesure, mais détecte cette fois-ci une vitesse excessive et prend le chauffard en chasse. Voilà, cette petite vidéo. Alors, réalisée avec le PFL. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Voilà. Du coup, maintenant, c'est le moment questions-réponses. C'est juste Ronnie? Tout à fait, tout à fait. Merci à vous tous d'avoir déjà répondu présent et de nous avoir présenté un peu toutes ces facettes de Timio. À nouveau, on ira donc crescendo. Alors, c'est une première couche, c'est une première présentation. Et à nouveau, avec ESI, nous allons organiser une série de présentations et de formations additionnelles pour vous assister, pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure de Timio. Alors, au niveau des questions, n'hésitez pas à nous les poser maintenant. Est-ce qu'on peut activer les micros pour que les gens puissent poser les questions directement? Alors, moi, j'ai déjà noté quelques petites questions. Certaines ont déjà eu des réponses directement dans le chat, notamment sur les sons. Comment est-ce qu'on peut rajouter en fait un son dans Timio? Et Pierre donc, a bien donné un lien, si vous voulez bien le copier, pour vous donner en fait les instructions nécessaires pour enregistrer un son directement dans Timio à l'aide de la carte mémoire. Joël, j'ai une question pour toi. Le programme Scratch que tu as présenté tout à l'heure, d'accord? Le premier, le premier que tu as présenté tout à l'heure, en fait, correspondait l'exercice que tu as travaillé de A à Z, d'accord? Oui, c'est-à-dire celui que j'ai monté en direct. Hein. Tout à fait, tout à fait. Scratch qui, c'était l'histoire du piéton. Tout à fait, tout à fait. Normalement, par exemple, dans les classes, ça correspond à quel niveau, à quelle expérience,
par exemple, pour mener cette activité dans une classe, est-ce qu'on peut déjà imaginer une session d'1 heure et à Alors, nouveau, donc, ça correspond à quel niveau? je pense que conceptuellement, le programme, il est facile à mettre en place et facile à comprendre. On peut faire ça dès le primaire. Seulement, on voit bien que ça demande les prérequis, c'est quoi? Les prérequis, c'est ben, connaître Timio avec la notion de capteur et d'actionnaire, hein, c'est évident. Et puis, deuxièmement, c'est une connaissance de Scratch aussi. On ne peut pas dire, ah, on va faire un programme à Scratch, vous avez jamais vu Scratch, mais vous allez voir, c'est facile. Pour des petits, ça me paraît un peu compliqué. Donc, le problème, c'est que ça demande un préalable de Scratch. Alors, Scratch, c'est quand même un langage qui est très répandu. Donc, il y a des chances raisonnables que les enfants l'aient vu avant. Ou peut-être faire une formation pure Scratch avant. Ce n'est pas idiot parce que Scratch a ses propres vertus pédagogiques. Et donc, ce n'est pas du tout idiot de faire une petite initiation à Scratch avant. Moi, personnellement, j'ai pratiqué ces programmes dont je te dis avec des enfants de 12 ans, donc ça passait très très bien, mais je pense que ce programme-là spécifiquement peut être fait plus jeune sans trop de problèmes. Peut-être D'accord. vers 9-10 ans. Avant, ça paraît compliqué parce qu'il faut à la fois maîtriser les blocs et à la fois maîtriser Scratch. Voilà. D'accord, très bien. Et pour ces deux programmes, le premier avec le piéton et donc le deuxième avec Le carré. le policier plutôt, oui. Ah, le Euh, policier. Est-ce Oui. que, et même celui avec le carré, est-ce que tu pourrais nous partager les codes? Parce que certains en fait demandent l'accès aux codes ou comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour bénéficier un peu de ces codes-là? Voilà, pour Oui, qu'ils aient des. oui, alors le piéton, vous l'avez vu, je peux vous montrer. Bon, après, effectivement, c'est des fichiers SB3. On pourra peut-être les mettre en partage, Ronnie, quelque part. Tout Hein, à fait. voilà, les mettre à Oui, tout à disposition, il n'y fait. a aucun souci là-dessus. En ce qui concerne le code du gendarme, alors là, ça date d'il y a 3 ans ou 4 ans. Donc, c'est fait avec une ancienne version de Scratch et les blocs sont plus tout à fait compatibles. Donc, il faut juste que je réécrive le programme, je le réassemble. Ce n'est pas très compliqué à faire. Voilà. Peut-être, alors si je l'ai sous la main, mais je ne sais pas où il est en fait. Je ne sais plus trop où je l'ai mis. Je regarde si je l'ai quelque part. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble le. En fait, tu peux parler d'autre chose si tu veux en attendant que je le trouve. Bah, justement, en parlant de Scratch, en fait, j'ai envoyé tout à l'heure un lien dans le chat sur un site partenaire où vous avez 20 activités, à la fois pour les professeurs et les élèves, donc focalisées sur Scratch et qui vont, pareil, crescendo, en fait, du plus simple au un peu plus compliqué. Et ce sont des ressources gratuites. Bien sûr, vous pouvez acheter le manuel, mais elles sont également dans ce qu'on appelle open source, donc vous avez la possibilité en fait de les télécharger et de les utiliser directement et gratuitement. Par ailleurs, pour les formations, alors bien sûr, il y a différents niveaux et on va vous partager un certain nombre d'informations, mais vous pouvez aussi accéder au lien que Sophia a mis en bas dans le chat, pareil, donc sur le MOOC qui va reprendre plusieurs sujets. On parle vraiment d'un MOOC hyper chargé, hyper complet, de 20 heures, je crois, sur différentes sections. Et il y a une section dédiée au VPL et une autre dédiée à Scratch. Il y a une autre assez bas, le langage texte aussi. Oui. Bien détaillé. Donc voilà, ça c'est la page dont Ronnie parlait justement. Donc c'est un MOOC avec des chapitres, 6 chapitres. Le plan de cours, vous l'avez là. Vous devez juste vous inscrire gratuitement et vous avez droit à cette formation-là. Je profite aussi de cette occasion pour rajouter, en fait, on est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau avec Google Space. Donc, on a créé un petit Google Space pour le webinaire. On va l'élargir avec les participants de cette session. Et dans ce Google Space, vous avez la possibilité, en fait, de continuer cet échange autour de la formation et vous avez accès à l'ensemble des documents qui ont été partagés, plus d'autres documents qui vous enverront des ressources additionnelles et qui vous seront donc fortement utiles. Et c'est vraiment, à mon avis, alors, on démarre, donc on est en train quelque part de découvrir en fait cet outil pour nous, mais nous pensons que ça peut être un excellent moyen d'échanger avec vous et pour vous aussi d'échanger avec vos pairs. Voilà.
Donc, vous aurez automatiquement et systématiquement plus d'informations là-dessus avec tous les liens qui ont été donc partagés aujourd'hui lors de cette formation. Tu veux que je montre le code du gendarme que j'ai S'il te retrouvé? plaît. Super. Alors, tac, tac. Je pense que vous le voyez là. Oui. Alors, vous voyez, c'est des vieux blocs de Scratch, hein, mais enfin, les fonctions sont les mêmes. C'est juste le look qui a changé. Donc, vous voyez, c'est compliqué, mais pas tant que ça. Avec la programmation par bloc, on a l'impression de fouiller, il y a des couleurs partout, ça a l'air un peu compliqué. Mais quand on les lit de manière séquentielle, ben, c'est assez logique. On utilise des variables ici, ce qui permet d'ajuster les paramètres du programme de manière très facile au début, hein. Après, vous avez la boucle de détection, et puis à la fin, vous avez la poursuite qui se met en place de manière très simple. On peut rajouter du son, on peut rajouter des clignotants, on peut l'enrichir, on peut faire une détection du véhicule qu'on suit, enfin, on peut l'enrichir de manière assez importante. Donc, éventuellement, je ferai une traduction si ça intéresse. Je ferai une traduction de ça avec les blocs modernes pour que ce soit fonctionnel avec Scratch. Alors, je vais arrêter le partage. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur Blockly 4 ou une remarque sur Blockly 4, où effectivement, Blockly est un programme très intéressant. Alors, on aurait peut-être tendance à l'assimiler à Scratch, mais en fait, c'est très différent dans la mesure où Blockly, c'est un langage événementiel pur. Et c'est-à-dire que le plus de Scratch par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on peut faire l'histoire du carré là, que je vous ai raconté, hein, avec de la programmation toute seule, alors que Blockly reste un programme événementiel. Dans Blockly, c'est à mettre sur le même plan que VPL3, avec une autre manière d'aborder, avec une interface différente, mais les fonctionnalités sont exactement les mêmes que celles de VPL3. Très bien. J'ai une petite question, enfin une question concernant Céline. Est-ce que, alors là, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste éventuellement un complément d'information. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous rajouter quelques phrases sur le projet RTD2 qui aura lieu au mois de novembre, justement dans la région Wallonne, s'il te plaît? Ouais. Donc, en gros, dans le cadre de Ludovia Belgique qui se déroule le 2 et 3 novembre, deuxième semaine de vacances pour nous, ici en Belgique, on réalise un R2T2 donc à destination des jeunes, hein, le vendredi après-midi, donc le 3 novembre après-midi à Spa, au terme de Spa, enfin au théâtre de Spa, pardon, mais c'est pas très loin. C'est mieux dans le théâtre que dans les termes d'ailleurs, parce que dans les termes, je suis pas sûre que les robots subissent pas leur vie, mais voilà. On n'a pas encore testé dans l'eau d'ailleurs, je sais pas s'ils sont waterproof les robots. Et donc l'idée c'est d'avoir 16 équipes, donc une équipe égale 4-5 enfants, hein, plus ou moins. 16 équipes qui coopèrent pour réaliser le R2T2 en Suisse, hein, donc les robots seront en Suisse, pendant une après-midi complète. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je mets l'adresse mail dans le chat. Et pour toute info, etc. Alors, oui, c'est pendant les vacances. Oui, c'est la semaine en plus où il y a le 1er novembre. Sorry, c'est pas nous qui décidons. Mais c'est pas grave parce que ça va être super chouette et qu'il y a plein de choses à faire parce qu'il y aura plein d'autres trucs. Le R2T2 l'après-midi, mais le matin, enfin, la veille, il y aura aussi un capteur de flag. Il y a plein d'ateliers, il va y avoir des activités autour de tout ce qui est programmation aussi. Il y aura d'autres robots aussi à découvrir, notamment Lego. Voilà, j'en passe. Il y aura à manger, il y aura à boire pour les adultes, mais pour les enfants aussi. D'ailleurs, on les nourrit, on leur donne des boissons aussi, vous inquiétez pas. Ils vont pas mourir déshydratés. Et plein de choses à voir aussi à Spa, parce que c'est une chouette petite ville. Et puis, vous pouvez en profiter pour aller au terme aussi tant que vous y êtes. Vous ne pouvez pas y aller pendant que vous animez avec nous, avec vos élèves, hein, parce que, désolé, nous, on a besoin de vous. Mais après ou avant, vous vous débrouillez. Mais voilà, avec plaisir. Et donc, Pierre, qui sera aussi là, vous met des petites infos. Et à mon avis, si je ne me trompe pas, Xavier aussi, avec si vous serez présent. Les copains de Mopsia, on vous voit aussi régulièrement. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus.
Et il y aura des Timio autres que sur le R2T2 qui seront disponibles. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Et de façon globale, effectivement, Pierre, merci pour le lien. Ludovia est accessible, gratuit pour tout le monde. Dans le cadre de tout ce qui est numérique et les nouveaux référentiels qui arrivent, très clairement, c'est un très bon plan pour rentrer dedans et avoir plein de pistes pour vos activités scolaires. Voilà. Merci beaucoup. Je profite aussi, j'ai vu Fadoua qui a donc noté le programme de R2D2 au Maroc. Et il est intéressant aussi justement de rajouter comme une information assez intéressante, c'est qu'il y a une dizaine de jours, cette compétition a eu lieu au Maroc avec un énorme succès. Il y avait eu beaucoup d'enfants qui ont participé. C'était vraiment une excellente organisation de notre partenaire MSM. Et il y en aura d'autres qui vont venir. Donc nous pensons que cette fin d'année 2023 et à partir de 2024, ce projet-là va un peu partir un peu dans tous les sens, positivement bien entendu. Et peut-être un jour, on reprendra justement ces compétitions entre pays. Et aussi, donc merci à Pierre pour toutes ces informations. Donc tu seras aussi présent, comme toi, Xavier, n'est-ce pas? Oui, comme l'a précisé Céline. Et donc, est-ce qu'il est possible, par exemple, de partager vos contacts personnels à vous trois, pour que les gens puissent vous contacter potentiellement pour avoir un peu plus d'informations sur ces projets-là, ou aussi vous rencontrer lors du Ludovia? Vous serez partant? Oui. Oui, il n'y a pas de oui. problème. Oui. Très bien, très bien. Avons-nous d'autres questions? Joël, tu seras aussi présent au Ludovia ou pas? Aucune idée. D'accord, bon, on verra avec Sandrine. Oui, ben, ça peut éventuellement, oui, s'envisager. Enfin, je n'ai pas de. D'accord. Il y avait une question d'Andrea là, qui me disait qu'on pouvait créer des blocs particuliers avec Blockly. Absolument, c'est une des richesses de Blockly. Alors avec Scratch, on peut faire des blocs aussi, puisque je peux mettre en partage, par exemple. Ça peut être intéressant, la notion de bloc. Là, j'avais fait un programme que je vais vous montrer à l'écran rapidement. Tac. Voilà un programme alors ça c'est un programme amusant. Je mets des stylos devant les capteurs de Timio, il les compte. Et quand il n'y en a plus, il rouspète. C'est comme s'il était un gardien des stocks, si vous voulez. Donc voilà le code. Et puis vous voyez qu'il y a un bloc qui s'appelle compter et qui permet d'alléger la programmation en définissant des blocs qu'on peut réutiliser un peu partout. Ça ressemble un petit peu aux fonctions qu'on a dans un langage classique. Sauf que là, les variables sont toutes globales, donc bon, c'est des fonctions très primitives, très basiques, mais ça marche quand même. Donc voilà, j'arrête mon partage. Je te rends la parole. Merci. Avons-nous d'autres questions? Je me permets peut-être, pour ceux qui sont pas à l'aise avec Timio ou qui ont peur au niveau robotique. Ici, nous, on a montré beaucoup de choses vraiment sur l'application des robots pour des robots. Mais alors, je pense qu'il y a deux choses à penser dans ce travail. La première chose, c'est qu'à l'heure actuelle, tout ce qui nous entoure commence à être robotisé. Bêtement, on rentre dans la voiture. A priori, si la voiture a moins de 5 ans, il y a au moins une partie de robotique, voire beaucoup de robotique. Il y a quand même des voitures qui se garent toutes seules, hein, donc on en est quand même là. Donc c'est bien de comprendre un peu ça. Et donc il y a cette partie de compréhension du monde qui nous entoure, mais aussi il ne faut pas oublier que tout ce qu'on explique nous ici, l'idée c'est d'appréhender ça pour après que ça devienne des outils comme d'autres en fait, dans d'autres matières, dans d'autres choses, à l'appui d'autres apprentissages. On en a parlé dans le webinaire de mardi, donc n'hésitez pas quand il sortira à le revoir, parce qu'on montre qu'on va pouvoir travailler. Alors, on avait parlé du français, des maths forcément et des sciences, mais on peut aussi parler des langues. On parle de Scratch depuis tout à l'heure et l'heure du code notamment aussi. Il faut savoir qu'on sait passer d'une langue à une autre sans que le programme ne change sur Scratch et sur l'heure du code.
Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé de donner des activités, des projets longs où on développe des choses en néerlandais ou en anglais et où on switch du coup, où on passe du français au néerlandais en l'occurrence. Et donc, on était en partenariat avec la prof de néerlandais en 5e primaire. Et donc, clairement, ce sont des outils parmi plein d'autres et qui vont développer toute une série d'autres compétences et qui sont vraiment là pour permettre juste de varier vos approches pédagogiques. N'oubliez jamais vos objectifs pédagogiques. Voilà, je ne veux pas vous l'apprendre clairement, mais l'outil passe après l'approche pédagogique. Nous, ici, on vous présente l'outil parce que ça vous permet justement de varier vos approches et de varier vos perspectives. Mais en fait, il en existe plein d'autres et potentiellement, alors je sais que c'est un webinaire Timio, mais il y a d'autres robots aussi. Et peut-être que Timio n'est pas celui qui vous intéressera et qu'il y en aura d'autres qui seront plus intéressants pour vous. Moi, je trouve qu'il combine énormément de choses très intéressantes par rapport à d'autres, qu'il est beaucoup plus complet. Par contre, par exemple, Timio ne permet pas d'être construit. Alors, je sais que c'est plus complexe que ça parce qu'on peut y mettre des Lego techniques, etc. et faire des trucs de fou furieux. Enfin, voilà, le funiculaire, moi, me hype à chaque fois que je vois cette vidéo, mais il n'y a pas que ça. Et donc, effectivement, n'hésitez pas à être juste curieux parce que c'est ça qui va vous permettre de développer vos approches pédagogiques et de permettre aux enfants d'avoir un peu des étoiles dans les yeux en allant à l'école, ce qui n'est pas toujours le cas toujours. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Et tu as entièrement raison. Et c'est vrai que cette partie, en fait, complète la première partie qui était un peu plus sur la pédagogie, donc on avait abordé justement un mardi, où d'ailleurs, tous les quatre, vous avez parlé justement de cette intégration, de cette incorporation quelque part de Timio dans la classe et comment le présenter de façon au départ abstraite ou bien avec les dessins et en tout cas avec plein d'activités bien avant donc l'utilisation de la robotique et du coding. Et je crois que Xavier justement parlait aussi, et Frédéric parlait beaucoup de l'aspect mathématique et linguistique, donc du français par exemple, l'amélioration du français grâce justement à ce robot. Et c'est vrai, et on est entièrement d'accord, ce robot en fait n'est pas parfait. C'est la richesse des robots qui vont faire justement, qui vont enrichir cette expérience éducative. Merci pour ce partage. Et pensez aussi, comme dit Pierre, au FMT10, c'est quand même un nouveau référentiel qui est d'application à partir de l'année prochaine, à partir de l'année d'après pour la partie plus robotique et programmation. Et voilà, ça va être un programme, donc d'une certaine manière, vous allez y être un peu forcé. Donc, essayez de le prendre du bon côté et faites des choses intéressantes de ce programme. Pas toujours facile à mettre en place d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus, ça correspond à quoi? En Alors, tout cas, pour moi, c'est parlant, donc s'il te plaît, oui. le nouveau référentiel, donc FMTTN, c'est formation manuelle, technique, technologique et numérique. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le T et le N, du coup, hein, technologique et numérique. À partir de la 3e primaire, donc 10 ans, si je ne me trompe pas, à partir de la 3e primaire, il va y avoir de l'aspect numérique et technologique. Alors, la partie technologique, ça peut être les robots et tout ce qui est cartes programmables, etc. Mais pas que, hein, il y a aussi tout ce qui est instrument de mesure au sens large. Et puis la partie numérique, alors là, on est dans tout. Il va y avoir de la programmation qui va être de plus en plus complexe à partir de la 5e primaire jusqu'au 3e secondaire. Donc, la grosse partie du tronc commun. On va avoir la cybersécurité, comment faire un bon mot de passe, le cyberharcèlement, ce genre de choses. On va avoir tout ce qui est bureautique, donc créer des documents, collaboratifs ou non, les télécharger, les uploader, etc. Donc, vraiment avoir tout ce travail qu'on fait au quotidien en étant professionnel dans plein d'autres domaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'oublie en termes de compétences? Donc, les informations et les données, la sécurité, la création de contenu. Alors là, c'est très large. Hein, c'est
créer un film, comme créer un programme en Scratch, justement. Et puis, sécurité, ouais, je crois que j'ai tout dit. Et donc, l'idée, c'est vraiment travailler ces compétences. Alors, on ne va pas travailler les mêmes domaines chaque année, hein, donc vous inquiétez pas, c'est pas non plus hardcore à ce point. Après, certaines années sont quand même bien servies, hein. La première secondaire, par exemple, on demande, il y a un bon niveau, mais il y a vraiment des choses très intéressantes à aller chercher, et notamment toute cette question de cyberharcèlement, de cybersécurité, et bah, ici, ce qui nous concerne, la programmation et la robotique, sachant que secondaire 1, 2, 3 va demander vraiment tout ce qui est capteur-actionneur et d'aller assez loin à ce niveau-là, voire même de se questionner sur les questions éthiques en secondaire 3, de tout ce qui est intelligence artificielle et objets connectés, par exemple. Et donc, il y a vraiment tout ce travail. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés par ça en Fédération Wallonie-Bruxelles, bah, c'est très important. Ça rentre au niveau numérique, comme je le disais, en septembre dans les programmes pour la 3-4e primaire et pour la 5e dès septembre 2024. Et puis après, c'est une année, chaque année scolaire égale une année qui rentre dedans, quoi. Donc 2025, ce sera la 6e, 2026, première secondaire, et vous avez compris le principe. Voilà. Super. Merci beaucoup. Justement, il y a Pierre qui a partagé un lien visuel, donc une page pour découvrir ce que tu viens de présenter. Grand merci à vous deux sur ce point. Je peux poser une question? Bien sûr. Ok, bonjour à tous. Bonjour, Donat. Ouais, comme c'est indiqué là, moi je suis en Afrique, au Congo, où je suis enseignant d'informatique à l'école primaire et à l'école secondaire à Malaïka, et qui est une école spécialement pour les filles. Alors, bien sûr que oui, j'ai eu aussi à faire quelques petites expériences avec les filles depuis l'année 2019, utilisant le robot Timio, et principalement consacré plus aux filles qui ont l'âge de 12 ans et 13 ans, qui arrivaient facilement à faire les activités qui étaient mises à leur disposition. Alors, j'ai juste une demande. Est-ce qu'il y a des activités qui sont déjà prévues ou que vous pensez prévoir avec les robots Timio en allant de 5 ans jusqu'à 11 ans? Parce que principalement, le constat que j'ai fait, c'est que pour cet âge-là, ça semble un peu être plus difficile que lorsqu'on commence à l'âge de 12 ans, où déjà nos filles ou nos élèves ici, en fait, s'adaptent plus facilement. S'il y a ces activités, prière quand même de nous envoyer peut-être le lien, on pourra voir ensemble comment aussi tester avec nos élèves ici au Congo, en fait. Merci beaucoup, Donat, pour cette question. Je vais, dans la foulée, en fait, vous partager, je pourrais pas le partager ici, mais je vous enverrai les fichiers. Il y a des activités didactiques donc, autour de Timio, et des fiches d'activités qui ont été développées donc, avec le VPL pour le professeur et à nouveau pour les élèves, et à mon avis, qui permettent d'avoir potentiellement un démarrage plus simple. Est-ce que, Joël, tu confirmes que ces activités-là correspondent bien à cet âge, à ce groupe d'âge? Oui, tout le travail qu'a fait Frédéric, par exemple, ou même le premier livre sur Tibio, là, tu sais, dont on peut donner les références, hein, Oui. c'est typiquement ça, hein, c'est typiquement… Justement, c'est des activités en fait, didactiques avec Timio qui partent Oui, du oui, VPL. ben, il y a tout ce qu'a fait Frédéric, ou même de la même manière par Xavier, hein, je pense à beaucoup de petits codes et de petites parties qui sont tout à fait applicables avec VPL, très progressives et en grand nombre. Je crois que Frédéric, dans son document, je crois qu'il y a 26 petits programmes. Voilà. En ce qui concerne Scratch, mais c'est vrai que pour Scratch, c'est plutôt à partir de 12 ans. J'avais écrit un livre avec 10 activités assez créatives sur Scratch.
et qui est accessible aussi en PDF gratuit. Voilà, c'est des livres gratuits qui sont tout à fait, on mettra les adresses, je pense. Alors justement, je suis en train de partager des informations que nous avons sur Drive. Et d'ailleurs, c'est ce que montrait justement Pierre sur sa vidéo, tout à fait. Oui, Voilà, c'est les documents que j'ai partagés, Pierre. c'est ça. Pierre, on ne t'entend pas. Non, rien, je montrais, je faisais l'hôtesse, voilà. Merci à toi. Donc, c'est vraiment pour les plus jeunes avec différentes activités. Sur le corps humain. Voilà. Alors ces livres existent donc là en hard copy, mais aussi vous pouvez les télécharger. Je ne sais pas si ces liens-là vont fonctionner. Je vous ai envoyé, mince, pardon, j'ai envoyé en fait des liens en direct. Excusez-moi, donnez-moi une seconde. J'envoie les liens directement donc à tout le monde. Alors, pas certain que vous puissiez les ouvrir parce que je pense qu'il faut des règles de partage. Mais si ce n'est pas le cas, à nouveau, je vais vous rajouter au Google Space que nous avons créé pour que vous puissiez accéder à tous ces documents. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si le partage fonctionne? Il faut avoir effectivement accès au Google Space. Une autorisation. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, ce que je vais faire, par principe, alors je vous envoie une invitation pour rentrer dans ce Google Space, d'accord? À vous, bien entendu, par la suite, de l'accepter ou pas. Et en l'acceptant, vous allez pouvoir donc rentrer avec la communauté et vous aurez accès à beaucoup de fichiers, dont notamment ce qu'on vient de présenter. Ronnie, j'ai mis le lien sur le site Timio avec toutes les activités D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. en BPL, VPL, toutes les autres. Parce qu'en fait, si tu veux, on a voulu vraiment targeter. C'est pour ça, donc au départ, on ne voulait pas mettre en fait toutes les ressources, accès à toutes les ressources. Et on voulait, mais tu as bien fait. Tu as bien fait. C'est la première dans le site, donc voilà, il suffit juste de cliquer et d'avoir la première ressource. Super. Merci beaucoup. De rien. Voilà, merci beaucoup pour. Du coup, Donat, tu as la réponse? Tu peux essayer? Ouais. Je vais essayer de voir un peu parce que là, déjà, je vois, il y a Céline qui a parlé des activités préprogrammées pour le plus jeune. Et sûrement, on a essayé. Elle pouvait faire quelque chose. Mais lorsque maintenant, on commence à avancer, ça semble un peu difficile parce qu'il doit comprendre un peu certaines petites notions de programmation. Et du coup, on était tenu à arrêter d'abord, faire un peu de Scratch Junior un peu, et puis accéder au Scratch, la version 3 que nous utilisons actuellement, et revenir maintenant encore sur Timio pour essayer maintenant de renforcer avec l'aspect de programmation. Je me permets peut-être de répondre, peut-être voir aussi le webinaire de mardi. Il y a une petite partie où on explique, Xavier l'expliquait très bien mardi, toute cette prise en main de l'outil, mais comme tu l'as un peu fait aussi aujourd'hui, de l'outil VPL, etc., et de la mise en place entre les comportements préprogrammés et l'utilisation de VPL pour la compréhension. Je pense aussi que de temps en temps, et nous c'est quelque chose, on a beaucoup de mal à le faire, mais de se poser et leur permettre d'avoir des balises un peu techniques et donc faire un peu de théorie, un peu ex cathedra, un peu pas toujours agréable, mais qui permettent de fixer des choses en termes de compréhension de la logique algorithmique. Ça peut être intéressant. Peut-être faire aussi, je peux mettre le lien à l'heure du code qui permet aussi d'exercer en fait, parce que c'est de l'exercitation pure et dure, mais de façon un peu sympa. Je pense que c'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent aider peut-être à rentrer progressivement, notamment dans VPL, parce que VPL, franchement, alors de mon regard d'adulte, hein, soit dit en passant, est vraiment très accessible, mais je pense que c'est juste, voilà, arriver à rentrer dedans avec toutes ces petites balises théoriques et techniques, et en soi, voilà, peut-être de temps en temps recentrer en disant, voilà, ça veut dire ça fait telle chose au niveau technique,
Et ça, c'est des choses soit qu'on peut retrouver dans les documents dont on a déjà parlé, soit que peut-être d'autres proposent ou voilà, il faut pas hésiter aussi à nous envoyer des mails, hein. On avait mis les adresses mail. On peut aussi répondre plus précisément aux besoins s'il y a besoin de besoins plus larges spécifiquement sur Timio, hein, s'il y a des besoins techniques au niveau des concepts, au niveau de la programmation, au niveau de trucs un peu plus avancés. C'est avec plaisir. On est un peu tous passés par là, je pense. Le fameux MOOC Timio, moi, je l'ai suivi il y a lors de son apparition, donc ça fait déjà quelques temps maintenant, mais voilà, je l'ai suivi aussi. Donc voilà, comme je disais, je suis pas programmeuse, je suis pas roboticienne, je suis pas automaticienne. Tout ce que vous faites, toutes les démarches que vous faites, je pense qu'on est tous allés les avoir fait à un moment donné. Et on gagne en expertise comme ça. Et donc, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous et à tester peut-être ces petites choses pour voir si ça les aide à mieux saisir le VPL et les activités proposées. Ok, ça va. Je pourrais, peut-être on pourra voir comment par la suite essayer de changer petit à petit lorsqu'on a des soucis ou quoi que ce soit, afin d'avoir votre aide pour essayer un peu d'améliorer notre façon de faire avec les filles ici au Congo. Super. Merci beaucoup, Donat, et merci Céline pour tous ces compléments d'information. Bon, je pense que nous pouvons potentiellement, qu'est-ce que tu en penses, Sophia? On peut potentiellement donc clôturer cette formation. Ce n'est qu'un début, donc nous allons vraiment aller dans cette direction, mais sauf si vous avez encore une question ou deux, mais oui. Et comme d'habitude, on remercie vraiment nos speakers, hein. Sans vous, ça pourrait pas être possible. Donc, merci beaucoup Céline, merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Joël de faire partie de la communauté et d'être ici. Et puis, évidemment, merci beaucoup aux autres participants qui se sont connectés. Je voulais finir avec une blague belge, mais je n'ai pas réussi à m'inspirer. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, je l'ai écrit dans le chat. Mais voilà. Alors, merci beaucoup à tous. Ronnie, je ne sais pas si du coup j'arrête l'enregistrement maintenant, c'est juste? Oui, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement.